Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de formation autour d'un des sujets les plus passionnants de la langue arabe, à savoir la morphologie ou ce que nous nommons en langue arabe as-sarf. Dans ces différents cours, nous allons apprendre tout d'abord la signification de ce mot, apprendre quelles sont les différences fondamentales entre la morphologie as-sarf et la grammaire an-nahw, et par la suite comment utiliser l'ensemble des éléments fondamentaux de la morphologie pour apprendre l'arabe de manière beaucoup plus facile et la comprendre de manière beaucoup plus rapide. Si tu souhaites avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir comprendre rapidement la langue arabe, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'étude du programme de cette session de formation. La première des choses que nous allons faire, nous allons tout d'abord essayer d'expliquer les grandes différences entre an-nahw, la grammaire, et ensuite la morphologie as-sarf. Vous allez voir à travers l'explication que je vais faire, Inch'Allah ta'ala, que chaque discipline va s'intéresser à des notions bien déterminées. Pour bien comprendre la différence, il est capital dès à présent de bien comprendre à quoi sert la morphologie et à quoi sert la grammaire. Et ne surtout pas s'en mêler les pinceaux pour ne pas tomber par la suite dans l'erreur lors de l'analyse grammaticale. Par la suite, nous allons nous intéresser aux différentes formes de verbes et leur signification. C'est l'étude d'un tableau, après approximativement une dizaine de formes, ce qu'on appelle en arabe jadwal al-af'am ou al-awzan, littéralement les différents schèmes. Vous pouvez voir en arabe que le verbe est soit constitué de 3 lettres, soit de beaucoup plus de 3 lettres. Des fois, vous avez la structure fa'ala, comme nasara, kharaja, dakhala, akala, et des fois beaucoup plus longue, comme par exemple le verbe istaghfara, ihmarra, ittarra, etc. Donc la connaissance de cette structure va nous aider tout d'abord à déterminer où se trouve la racine trilitère et par la suite comprendre de manière beaucoup plus profonde la signification de ce schème. C'est ce que nous allons faire en profondeur avec l'étude des formes des verbes et également leur signification. Parce que ce que vous allez voir par la suite, c'est lorsque le locuteur en langue arabe décide de sélectionner une partie, une structure, un schème, vous allez voir que ça aura des répercussions sur la signification du verbe. Le verbe kharaja n'aura pas la même signification que akhraja. Il n'aura pas la même signification que istakhraja, que de takharraja, que de kharraja. Alors que l'ensemble des verbes que je viens de mentionner ont exactement la même racine trilitère, à savoir le kha, le ra et le ja. C'est important à saisir. Par la suite, on va essayer d'étudier le nom d'agent, le participe passé et le masdar. Alors, c'est des notions fondamentales à saisir pour toute personne qui souhaite comprendre assez rapidement et facilement la langue arabe. Le nom d'agent, c'est ce qu'on appelle en arabe ism al-fa'il. Ism al-fa'il, en d'autres termes, c'est dire en des termes assez maigres qu'une personne réalise une action. Ensuite, le participe passé, c'est tout à fait l'inverse. Je ne suis pas dans l'action, je suis dans la passivité. L'action s'est écoulée sur moi, je subis l'action. Et enfin, vous avez le masdar, qui signifie en français l'origine, qui signifie le fait de, et ensuite je mentionne l'infinitif. Vous avez par exemple le fait de manger, le fait de sortir, le fait de entrer, le fait de boire, le fait de s'asseoir, etc. Vous avez un mot qu'on nomme en arabe masdar qui va soit se manifester à travers un schème récurrent, qu'on appelle en arabe al-wazn al-qiyasi, qui va toujours être de la même forme, avec la même ossature, ou bien qui va être basé uniquement sur l'audition, celui qu'on appelle as-sama'i, et donc il faudra nécessairement aller retrouver soit chez des personnes qui maîtrisent la langue arabe, ou bien dans un dictionnaire. Mais ne vous inquiétez pas, nous traiterons ces questions-là en détail. Ensuite, nous allons étudier le superlatif, le fait de dire le plus en français, celui qui mange le plus, celui qui sort le plus grand, le plus beau, le plus fort, etc. Vous allez voir que nous allons étudier 2 éléments. Tout d'abord, comment créer le superlatif en arabe, la structure, plutôt la création est assez simple. Ensuite, comment l'employer au sein d'une phrase. Et vous allez voir qu'en fonction de la quantité de lettres que le verbe initialement va posséder, la création de cette phrase va diverger et va être un peu plus difficile.
Ensuite, nous allons nous intéresser à la forme intensive, ce que nous nommons en arabe siratul mubalagha. Ce qui est important en arabe, c'est que vous devez partir du principe que dans cette langue-là, vous avez la capacité de dire toutes les nuances, toutes les subtilités qui vous passent par l'esprit. Et donc, vous avez une espèce de gradation qui va s'imposer dans la manière de parler en langue arabe. Vous pouvez dire un menteur, mais vous pouvez dire un grand menteur. Vous pouvez dire une personne qui ment de manière récurrente, tout comme vous pouvez dire qu'une personne, le mensonge est devenu sa qualité principale, voire son métier. Toutes ces nuances sont possibles en langue arabe. Et c'est à travers la forme intensive, ce qu'on appelle siratul mubalagha, que vous allez pouvoir jouer avec ces nuances. Vous allez dire qu'une personne est un kadhib et une autre personne est un kadhab, tandis que lui est un kadhoub. Et entre les trois, un dénominateur commun, à savoir la racine trilitère kadhaba, mais chaque mot, à travers la sélection de son wazn, donc de son shem, va avoir une signification précise. Ensuite, nous allons étudier le nom de lieu et le nom de temps. En d'autres termes, vous allez apprendre à travers une structure assez simple comment dire que j'ai réalisé une action dans un temps déterminé ou dans un lieu déterminé. En d'autres termes, plus précisément, dire le lieu où on mange, le lieu où on dort, le lieu où on habite, le temps où le soleil se lève, le temps où le soleil se couche, le lieu où on se prosterne, le lieu où on adore Dieu, le lieu également où nous allons jouer. D'accord ? Donc à travers la connaissance de la racine trilitère, accompagné de la sélection adéquate du wazn, donc du shem, vous allez pouvoir dire cela de manière beaucoup plus aisée. D'accord ? Et donc c'est important, pourquoi de connaître cela ? Pour la simple raison que par la suite, vous ne serez plus tenu constamment d'aller vérifier la signification du mot dans le dictionnaire. Si je sais que cette structure-là signifie le fait de faire, que cette structure-là signifie le fait d'agir avec constance, que cette structure-là signifie le fait de réaliser cette action dans un endroit déterminé, eh bien, il suffit simplement d'aligner la signification du shem à la signification de la racine. Le lieu où je fais une action plus le verbe jouer signifie le lieu où je joue. On donne en arabe al-mal'ab. Mal'ab, c'est quoi ? Une aire de jeu, un stade, un gymnase, etc. Donc c'est aussi simple que ça pour pouvoir comprendre assez rapidement la signification de certains mots en langue arabe. Très bien. Alors avant de débuter, laissez-moi commencer par une muqaddima. Le muqaddima signifie en arabe l'introduction. Pour pouvoir bien comprendre à quoi fait référence la morphologie, parce que par habitude et par expérience, énormément d'étudiants font la confusion entre le domaine de la grammaire, nahu, et le domaine de la morphologie, ce qu'on appelle as-sarf. Commençons tout d'abord par dire cela. La morphologie constitue l'une des trois grandes disciplines de la langue arabe avec la grammaire et la rhétorique. Effectivement, lorsque vous allez entreprendre des études profondes en langue arabe, vous allez constamment, lorsqu'on étudie ce qu'on appelle al-qawa'id al-lugha, à savoir les règles de la langue arabe, vous allez constamment jongler entre trois grandes disciplines. La première et la plus simple est al-nahu. Al-nahu, c'est la grammaire qui nous permet de définir quel est le mot juste du mot erroné. Nous vérifions dans cette discipline-là uniquement le caractère juste ou erroné. Pourquoi le mot se termine par une damma, une fatha, une kasra ? Si ce mot, dans ce contexte, après cette particule, va avoir une kasra, c'est pour une raison bien précise. Et donc, si je lui mets une fatha ou une damma, la phrase sera fausse. Donc, on vérifie la justesse et l'erreur. Ensuite, vous avez la morphologie sarf. Et donc là, la morphologie ne regarde pas la fonction grammaticale, c'est-à-dire le rôle que le mot va jouer à l'intérieur de la phrase. Pas du tout. Dans cette discipline, nous allons nous intéresser à l'ossature, au squelette, à la signification du shem. Pourquoi le mot, en faisant abstraction de sa fin, de sa terminaison, est écrit de cette manière-là ? Pourquoi ici il y a écrit fa'il avec la prolongation de la fatha et la kasra, jusqu'après on a maf'oul. Pourquoi le mot est sous la forme fa'lan ? Pourquoi il est sous la forme fa'oul, fa'il, fa'al, mif'al, maf'ala ? Pourquoi cette structure-là ? Et donc, la morphologie va s'intéresser principalement à cela. J'étudie l'aspect extérieur. Et donc, en prenant ce terme indépendamment, je vais savoir que ce terme-là signifie quelque chose.
Ça, c'est fondamental à saisir et c'est quelque chose de très important à mémoriser, à comprendre, comme je vous ai dit, pour comprendre rapidement la langue arabe. Et enfin, vous avez la rhétorique où nous allons faire abstraction des fois du caractère erroné ou juste de la phrase pour pouvoir mettre en avant la beauté du terme. D'accord ? Donc, tordre le cou à la règle pour mettre en avant une spécificité de la langue arabe. D'accord ? En général, c'est lié à l'éloquence. En arabe, on appelle ça le balagha. Littéralement, ça vient de la racine balara pour dire atteindre. Donc, en d'autres termes, le balagha, c'est la science par laquelle nous allons atteindre le cœur de l'interlocuteur. Très bien. Cette branche s'intéresse à la nature des mots et leur construction pour en définir le sens. Et effectivement, c'est ce que nous allons expliquer tout à l'heure en détail. Quand je dis « sarf », je ne m'intéresse uniquement qu'à la nature du mot et non pas à la fonction du mot. Cette différenciation à faire aujourd'hui est capitale. Si on ne saisit pas la différence entre la nature du mot et la fonction du mot, vous n'allez absolument rien comprendre à la distinction que font les grammairiens entre la grammaire et la morphologie. C'est la raison pour laquelle nous allons étudier par la suite en détail la différence entre la nature du mot et la fonction du mot, avec des exemples assez clairs et pertinents, je l'espère, Inch'Allah. Et il faut distinguer la nature du mot de sa fonction afin de comprendre sa morphologie. C'est exactement ce que je viens de dire. Et c'est ce qui va nous pousser à l'étude de la nature du mot. Partez de ce principe suivant, d'accord ? La nature du mot, la nature pour le mot, est ce qu'est l'origine pour l'être humain. En d'autres termes, lorsque vous allez avoir un individu en face de vous, vous allez juger deux éléments. Tout d'abord, quelle est la nature de cette personne-là, littéralement, quelle est son origine, d'où est-ce qu'elle provient, de quel continent ou de quel pays elle est issue, chose qui ne pourra jamais changer. Et sa fonction dans la vie de tous les jours. La fonction est le métier qu'elle réalise. Le métier peut varier, le métier peut évoluer, tout comme il peut régresser. Le métier n'est pas fixe. Il est en perpétuel mouvement au bon désir de la personne. Tandis que la nature, donc l'origine du mot, ne pourra jamais changer. C'est les exemples que je vais mettre en face de vous. Regardez bien. Vous avez en face de vous une dame. En face de vous également un homme et enfin un troisième personnage. Les trois personnes ont un caractère similaire, je pense qu'il est flagrant. Les trois personnes en face de vous travaillent dans le corps médical. D'accord ? Donc ils vont avoir la même fonction. Je ne dis pas nature, je dis fonction. Par contre, il y a des choses chez ces personnes qui ne pourront jamais changer. Cette dame est noire et elle est une femme. Cette personne est d'origine asiatique et c'est un homme. Cette personne est un homme d'origine européenne. C'est des choses qui ne pourront jamais changer. C'est ce qui fait référence à la nature du mot. Le mot, dans sa classification initiale, ne pourra jamais changer. Il est soit ism, donc un nom, ou soit fi'l, donc un verbe, ou bien harf, à savoir une particule. Le verbe ne pourra jamais devenir un fi'al. Un fi'al ne pourra jamais devenir un ism. Une harf ne pourra jamais devenir un fi'al ou un ism, etc. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle la nature du mot. Donc la nature est au mot ce que l'origine est à l'être humain. Ça ne changera jamais. Ils resteront tels qu'ils sont avec aucune possibilité ni de modification, ni d'évolution, ni de régression. D'accord ? Très bien. Maintenant, regardez bien, quand on s'intéresse à la fonction du mot, la fonction du mot va être étudiée en grammaire, tandis que la nature du mot est étudiée en morphologie. Ce que nous voyons en morphologie, c'est l'étude de la nature du mot. Ça, c'est fondamental à saisir. Tandis que dans la fonction du mot, c'est la grammaire, à savoir le rôle que le mot va jouer à l'intérieur de la phrase, sa profession, son objectif littéralement, sa fonction. C'est la raison pour laquelle, quand je vous demande la fonction de cette personne-là, vous n'allez pas me dire personne blanche. Vous n'allez pas me dire que c'est un homme. Vous n'allez pas me dire que c'est une personne qui a dépassé approximativement la quarantaine. Non, vous allez me dire que cette personne est un boulanger. Point barre. C'est la seule chose que je peux dire. Cette personne demain peut devenir pharmacien, elle peut devenir enseignante, elle peut devenir policier, etc. Mais par contre, sa nature ne changera jamais. Tout comme cette photo ici. La personne qui est en face de vous, dès lors qu'on s'intéresse à la fonction du mot, vous n'allez pas dire que c'est un chien. Vous allez dire simplement que c'est un médecin ou un infirmier.
point barre. Si vous dites au niveau de la fonction que ce mot est un chien, littéralement, vous vous intéressez à son origine, vous allez tomber dans l'erreur. Ce mot, quand j'utilise la fonction, donc dans la grammaire, je ne regarde pas. C'est un verbe, c'est un ism, c'est une harf. Non, je donne sa fonction grammaticale. Quelle est sa structure, quelle est sa fonction au sein de la phrase. D'accord? Donc ça, c'est un élément déterminant à saisir pour bien comprendre la différence entre la nature du mot et la fonction. Très bien. Donc, en d'autres termes, la nature du mot est la catégorie à laquelle il appartient. Il possède sa signification propre. Effectivement, quand je dis que le mot a une nature, c'est qu'intrinsèquement, il signifie quelque chose. D'accord? Laissez-moi vous donner un exemple avec le français pour basculer par la suite en langue arabe. Quand j'analyse uniquement le terme de clément, d'accord? Clément signifie une personne de miséricordieuse. D'accord? Intrinsèquement, il signifie quelque chose. Mais quand je dis Clément est passé à la maison, vous n'allez en aucun cas comprendre qu'une personne miséricordieuse est passée à la maison. Vous allez dire qu'une personne qui possède le prénom de Clément est venue à la maison. Mais je fais abstraction du prénom de Clément, mais je m'intéresse uniquement à la signification de ce mot. Clément est celui qui fait miséricorde. Dans la phrase, Clément peut être le sujet, comme dans la phrase que je viens de dire. Clément mange des pâtes, par exemple. C'est lui qui fait l'action. Mais quand je dis le policier a arrêté Clément, Clément ici n'est plus le sujet. Il est celui qui subit l'action. Donc il est COD dans la phrase. D'accord? Vous voyez, au niveau de la profession, de la fonction du mot, il a basculé de sujet à complément. Par contre, la signification, quand je le prends de manière indépendante, n'évoluera jamais. Clément signifiera constamment celui qui fait acte de clémence. Tout comme nous allons trouver ça en langue arabe. Quand je prends le prénom de Karim, par exemple, c'est celui qui est généreux tout simplement. Mais Karim peut être celui qui fait l'action comme il subit l'action. Quand je m'intéresse à la signification du mot Karim indépendamment, je fais de la morphologie. Karim, c'est celui qui, ce qu'on appelle en arabe sifatul mushabbaha bismil fa'il, c'est-à-dire l'élément qui va plutôt le shem qui va donner une indication concernant celui qui fait l'action, c'est-à-dire celui qui fait l'action de générosité. Donc c'est le généreux. Par contre, quand je m'intéresse à cette structure-là au niveau de la grammaire, Karim, c'est quoi? C'est celui qui est sujet, tout comme il peut être complément, tout comme il peut venir après la harf al-jar, donc il peut être un élément secondaire dans la phrase. D'accord? C'est fondamental à saisir. Très bien. Par exemple, vous avez ism al-fa'il. Ism al-fa'il, celui qui fait l'action. Ism al-maf'oul, le participe passé, celui qui subit l'action. Je prends par exemple le prénom de Mahmoud. Mahmoud, c'est un prénom, mais également c'est un ism al-maf'oul. Mahmoud, littéralement, c'est celui qui a reçu, plutôt celui qui a subi l'action de la louange. Donc en gros, c'est le loué. D'accord? Le loué. Initialement, Mahmoud signifie cela, mais par contre, dans la phrase, il peut évoluer. Vous avez également ism al-ishara. Ism al-ishara, ça va être une structure pour dire, c'est le pronom démonstratif. Hadha, hadihi, haoula, pour dire ces personnes, pour montrer quelqu'un. D'accord? Et d'un autre côté, vous avez la fonction du mot qui est le rôle qu'il joue à l'intérieur de la phrase. Par exemple, al-fa'il. Faites attention, regardez bien. Ici, on a ism al-fa'il, celui qui fait l'action de manière indépendante. Et ici, on a al-fa'il, c'est le sujet, c'est celui qui fait l'action dans la phrase. Mais regardez bien. Ici, j'ai dit initialement Mahmoud, celui qui subit l'action. Au niveau du mot. Mais ce mot-là, dans une phrase, peut être fa'il. Mahmoud peut faire l'action dans une phrase. Si je dis Mahmoud a mangé une pomme. Akala Mahmoudun tufahatan. Ici, Mahmoud, au niveau de sa nature, il subit l'action, celui qui subit l'action de la louange. Et par contre, au niveau de la fonction, de sa profession, il est celui qui fait l'action. Donc faites attention à ne pas confondre les deux. Vous avez par la suite également maf'ul bihi. Maf'ul bihi, c'est le COD, celui qui répond à la question qui ou quoi. Celui qui subit l'action. At-tamiz, bon c'est un petit peu complexe. At-tamiz, c'est un élément qui va supprimer l'ambiguïté de la phrase. D'accord? Enfin, vous avez le maf'ul mutlaq, une particularité de la langue arabe, ce qu'on appelle le complément absolu. D'accord? Pour dire, pour essayer de donner une nuance à l'action. Au niveau de l'intensité, ou au niveau du nombre, ou au niveau de la précision. D'accord? Je vais dire par exemple, comme dans le verset du Coran où Dieu dit « Fadammarnahum tadmira ». Bon, ici on a répété le masdar, mais c'est un petit peu complexe pour pouvoir donner une idée d'intensification. D'accord? Ce qu'on appelle al-maf'oul al-mutlaq.
Très bien. Ben voilà, nous sommes du coup arrivés à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo va s'intéresser aux principales formes de verbes et leur signification. En espérant que ce cours vous ait plu, qu'il vous ait profité, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.